Hey salut, c'est Tonton Hunter. Vous l'avez vu, on a encore une fois un invité de marque, parce que je crois que t'es l'invité le plus récurrent de la chaîne finalement. Merci de m'inviter à chaque fois, ça fait plaisir. On va faire des scores, et les gens vont faire vite, il faut que je batte Anto. Donc pour ceux qui l'auraient pas reconnu, Anto, entre autres du groupe Overdrivers, est avec nous aujourd'hui parce que on va faire un sujet, évidemment, qui nous a reliés depuis le début et toi qui as même démarré toute ton aventure guitaristique, si je puis dire. Donc vous l'avez vu à la miniature, pas du tout putaclic parce que c'est pas notre genre. Nous n'avons pas fait ça. Attention, la 5e va vous surprendre. Donc restez bien jusqu'au bout. Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, comme je le disais. C'est quelque chose qui a marqué notre aventure musicale à Anto et à moi. Et qui n'a pas été marqué un jour dans sa vie, de toute façon, par AC/DC. En fait, c'est un peu un groupe qui met quand même plus ou moins tout le monde d'accord. C'est vrai. C'est quand même les racines, hein. On est quand même sur un groupe mythique du rock. Je pense que si on devait en citer très très peu, il serait quand même dans cette liste, cette short list des gars qui ont marqué l'histoire et qui ont continué à non seulement mettre leurs pattes dans le rock'n'roll et dans le son du rock. Et puis voilà, on va creuser ça un petit peu. On est parti pour le générique. Ouais, aujourd'hui, on s'attelle à une lourde tâche parce que on va un petit peu creuser cette idée reçue qui, toi, t'as beaucoup énervé pendant tes débuts et surtout quand t'as eu un groupe qui a été un peu comparé au maître, il faut dire ce qui est aussi. Est-ce que, en fait, AC/DC, c'est aussi simple qu'on veut bien le dire? Alors. Donc oui, voilà. Salut. Alors, en vrai, simple, oui. En vrai, AC/DC, c'est simple. Mais pas simpliste. C'est simpliste. Pourquoi? Parce que... Ah non, mais c'est vrai, il faut faire attention aux mots, parce que pour moi, AC/DC, c'est simple dans le sens où t'écoutes un riff, il n'y a rien de compliqué. Je veux dire, tu l'entends, hop, tu... T'as des accords qui se ressemblent assez, qui sont mis un peu dans... Au niveau des structures des morceaux, t'es jamais perdu, tu te dis jamais, attends, où ils veulent en venir. Tu sais toujours si t'es dans un couplet, dans un refrain. Donc, c'est pas... Pour moi, c'est simple, AC/DC. Par contre... Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Et facile à jouer pour moi. Et il y a une autre facette d'AC/DC que je trouve très importante, c'est facile à jouer déjà, ça va se discuter, vous allez voir, on va aller un peu plus en profondeur, mais surtout, est-ce que c'est facile à faire sonner? Et ça, clairement, vous êtes tous retrouvés à un moment, soit avec un guitare part ou un guitare extrême sur les bras, et se dire, oh regarde, ils ont mis le riff de tel morceau et tout, oh je vais le jouer, de toute façon c'est du AC/DC, facile. Et tu le joues et tu fais... Ouais, il y a l'idée, elle est un peu là, mais je sais pas, quand moi je le joue, il y a un truc qui va pas. Ouais. Et pour aller dans ce sens-là, pour augmenter en difficulté, en plus quand t'es débutant, le truc c'est que parfois tu trouves des trucs sur des partitions, c'est un peu... qui sont vraiment pas bonnes, quoi. Moi, et pourtant dans un livre officiel AC/DC de partition officielle, tu vois, genre c'est Angus qui l'a écrit lui-même, au pied de son lit et tout, ouais. Et ben, t'avais Hells Bells, ça se jouait en mode avec un ré au début, tu vois. Alors que tu regardes tous les lives, moi je comprenais pas, je me dis, attends, quand t'es débutant, tu comprends pas. Tu sais lire une tablature, mais tu connais pas l'instrument. Tu relis pas forcément à ce que tu vois ni à ce que t'entends, quoi. Je me disais, mince, ma partition, elle me dit de le jouer en ré et tout. Alors que je voyais que Angus, il était pas là du tout, quoi. Bah ouais, tu vois, je me disais, merde, il est vraiment génial ce mec, il arrive à jouer ces trucs-là. Sur deux guitares en même temps. Tu vois. Donc voilà. C'est un phénomène aussi qui fait qu'au début, c'est compliqué. Ouais, l'approche n'est pas forcément simple. Et je trouve que on se dit, je vais en jouer parce que ça a l'air simple. À l'oreille, c'est simple. Ça va sonner tout de suite et en gros, ça va être réconfortant. Et en fait, je trouve que, en tout cas pour moi, AC/DC, ça a plus été synonyme de frustration, justement, de ne pas arriver à le faire sonner comme les originaux. Ouais. Ah bon, évidemment, on sait tous jouer quand même quelques riffs par-ci par-là. Mais quand tu veux les jouer proprement, dans le temps, et ça on verra, c'est une autre difficulté. Et encore plus, si tu veux essayer de jouer en même temps qu'eux, tu te dis, mais putain, mais on est où? Pourquoi on joue pas le même morceau? Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Alors, et pourquoi on parle d'AC/DC? Pourquoi on a eu l'idée de parler d'AC/DC aujourd'hui? Parce que... Ah bah ici. Voilà, la responsable. Ouais, la responsable, la base de ce message Messenger, ça a été putain Anto, je sais que t'avais adoré la double manche SG de 78, là j'ai chopé une SG et franchement, toi qui as un peu plus d'expérience que moi dans le domaine des SG, il fallait que je te la fasse essayer parce que moi j'ai trouvé qu'elle avait vraiment quelque chose et je voulais avoir confirmation par ceux qui savent. Donc voilà, c'est une
Maybach, Maybach pour les Français. En fait, j'ai entendu plein de trucs. Alors, même pendant les interviews avec le créateur, même lui ne sait pas. Même lui, il change de nom. J'ai entendu des distributeurs de la marque et tout dire Maybach. Et j'ai entendu le créateur de la marque dire Maybach. Vu que c'est quand même plutôt d'origine allemande, on va rester sur Maybach si c'est OK avec toi. Donc là, on est sur un modèle Albatros. Je crois que c'est 65 ou 64. Je vous mettrai le petit insert. Moi, je crois que c'est 65-2. 2 tout simplement parce qu'il y a deux micros, c'est 2 humbuckers. Sachant qu'en fait, la première version qu'ils avaient sortie, c'était plus une junior avec un seul P90. Là, on va rester sur P90 aussi parce que mince. Et puis une finition Age parce que ils se sont un peu spécialisés là-dedans. Je vous mettrai des inserts aussi pour que vous la voyez un petit peu mieux. Toujours avec un petit reliquage assez fin, tu vois là. Il est présent, mais il est pas non plus. Il prend pas tout. Ça dépend de la lumière. Exactement, il prend la lumière. Ça va être joli sur une scène avec des lights, mais en même temps, ça reste assez discret. C'est pas le truc qui a été traîné derrière une bagnole. Un joli faïençage. C'est ça. Donc ça, on va y revenir après parce qu'évidemment, toute la base de la vidéo va être. En fait, c'est notre prétexte. Notre prétexte, c'est la Maybach, et puis ça nous permet déjà de se voir et puis de parler d'un sujet qui nous plaît. Et toi, donc, vu qu'on va parler d'ACDC, je crois que t'avais commencé à en parler un petit peu dans une précédente vidéo, mais pour ceux qui étaient peut-être pas encore là, d'ailleurs, on vous invite à nous rejoindre. C'est le moment de vous abonner si vous voulez voir un petit peu plus de notre duo de temps en temps. Et puis, on vous invite à revoir les anciennes vidéos. Évidemment. Donc toi, ton rapport à ACDC, t'as découvert comment? Alors, faut savoir que mes parents ont toujours, ont toujours écouté ACDC. Dans leur jeunesse, tout du moins, donc ils aimaient bien ACDC, donc ils m'ont toujours parlé d'ACDC en mode genre, c'est très bien. Donc déjà, ça m'a influencé un peu. Ouais, ensuite, j'avais mon parrain qui avait une énorme collection de CD et en piochant dans ses CD, parce qu'il m'autorisait à... Ah, les privilèges des parrains et des tontons. Oui. À écouter ces CD, et j'étais tombé sur les albums d'ACDC, quoi. Et au départ, c'est les pochettes qui m'avaient... Bah ouais, j'étais tombé sur la pochette d'High Voltage, je voyais le mec un peu foufou, je me dis, tu fais quoi de ça? Ouais, ça a l'air bizarre. Puis après, tu le mets sur la platine, et puis là, vraiment, ça m'a parlé tout de suite, tu vois. Mais ça m'a parlé... j'aimais bien, voilà. Et un jour, je suis allé à Emmaüs, mon fournisseur officiel de t-shirts. C'est des trucs en brol entre genres. Donc j'étais encore au collège, tu vois, et je suis tombé sur un t-shirt Hells Bells, de toute beauté avec une belle cloche. Ouais, quelque chose de package. Ouais, non mais voilà, la belle cloche avec les flammes. Pardon, j'ai envoyé un postillon. C'est ça, j'ai pris un tsunami. Voilà. Et donc avec des grosses flammes bien kitsch, quoi, tu vois. Mais bon, tu vois, pour moi c'était la classe. Les premiers t-shirts de hard rock metal, il faut qu'ils soient kitsch, c'est dans les règles. Mais quand t'as 13 ans, tu te ramènes avec ton t-shirt à flammes, t'avances fièrement dans la cour de récré. C'était bien, non mais voilà, quoi, tu vois. Plus trop en charisme. Mais tu vois, donc j'avais écouté du ACDC. En plus de ça, j'avais un t-shirt que à l'époque je trouvais trop stylé. Et j'avais gagné un prix au collège, et la personne qui était chargée de décerner les prix pouvait choisir le cadeau. Et elle m'avait vu passer avec un t-shirt ACDC. Du coup, elle m'avait offert le CD de The Razor's Edge. Donc, et celui-là, je ne l'avais pas encore écouté. Ah oui, donc ça a été... Puis en plus, c'est un album qui a quand même un son un peu différent des autres périodes d'ACDC. Donc déjà, il y a ça, mais surtout, tu le branches, enfin tu le mets dans ta platine, et le premier truc que tu entends, c'est Thunderstruck. Ça pousse. Ouais. Donc, et là, franchement, vraiment là, révélation, tu vois. En plus, tu vois, c'était la toute fin de la 3e, donc je devais avoir 14 ans, tu vois. Et puis, les grandes vacances commençaient, j'ai entendu ça, je tournais le truc en boucle, je me suis dit, bah allez, il me faut une guitare. Il me faut une guitare. Bah oui. Donc j'ai commencé la guitare parce que je voulais réussir à jouer le Thunderstruck. De Thunderstruck. Ouais. Voilà, je pense que c'est l'histoire de beaucoup de gamins. Hein. On parlait tout à l'heure que c'était des monuments du rock qui ont mis vraiment leurs pattes sur le mouvement rock, quoi. Et le nombre de gamins qui ont dû être influencés par Angus pour prendre une guitare, ça va être un truc de fou. Et toi, tu as commencé comment écouter ACDC? Alors moi, c'était beaucoup par rapport à mon papa. Vous le savez, sur la chaîne, on en parle assez régulièrement. Qui est très ambivalent. Ça veut dire que d'un côté, il était capable d'écouter du classique, du Chopin, du Wagner, et à côté, il pétait des fuses et il mettait Fly to the Rainbow de Scorpion, où il écoutait beaucoup de AC/DC. Notamment, il avait sur cette feuille que je suis allé rechercher dans ma petite collection. Le fameux I Do It Well First Press, hein, excusez-moi, hein, quand même, d'époque.
qui était forcément qui tournait quand même régulièrement sur la platine. Et puis moi ça a été beaucoup le live à Donington que j'ai écouté en boucle, j'avais en double album et d'ailleurs qu'on a racheté plusieurs fois tellement on l'a pensé et qu'il a fallu de temps en temps soit aussi parce qu'on l'a perdu parce que comme vous l'avez pu le constater le tonton a un rangement et un cab management incroyable. Donc mais c'est un live qui m'avait super marqué et en fait je suis pas très live. J'ai du mal avec beaucoup d'albums live de plein de groupes et en fait par contre quand je pense à AC/DC je pense vite live parce que pour moi l'énergie du groupe, l'énergie qu'il dégage c'est pratiquement indissociable du live en fait. C'est vrai et moi la première expérience live que j'ai eue d'AC/DC en vrai c'est pas avec AC/DC, c'est avec un tribute. J'ai dit un cover qui s'appelait Scotland qui est sur de Cambrai. Ils tournent encore, tu vois. En tout cas, ils ont fait encore des concerts il y a quelques années, donc. Ouais, il y a des fortes chances. Si ça ne tourne plus, on les salue en tout cas. Voilà. On les salue. Et si tu veux, moi j'écoutais AC/DC en CD, tout ça, et c'est vrai qu'il y a la sensation que j'avais en les écoutant, c'était que c'était bien. Sauf que c'est déjà un bon point. Ouais, c'est ça. Sauf que ce tribute-là avait exactement le même son qu'AC/DC sur album, mais en live. C'était incroyable, tu vois. Et ils ont commencé par Go Down, tu vois, ce qui est une musique qui est très bien, que j'adore, mais c'est pas un tube. C'est pas un tube d'AC/DC. Et ils ont commencé là-dessus. Puis, avec le volume sonore, ça a transformé mon expérience, tu vois. Et là, en fait, il y a des morceaux qui prennent vraiment envie en live, quoi. Voilà, et c'est là où je veux en venir. C'est ce que tu disais, c'est que AC/DC, c'est fait pour être écouté en live. Je veux dire, tu peux pas écouter AC/DC à faible volume. Faut que. C'est pas une musique de fond pour travailler, quoi. Ouais, voilà. Il faut que tu te le prennes là-dedans. En pleine poire. Voilà. Et donc, ce tribute-là, ils avaient joué avec un gros volume. Et j'avais ressenti physiquement ce que ça doit être AC/DC. Concert de rock, quoi. Voilà, et ensuite, j'ai eu la chance de voir AC/DC quelques années après. Et pareil, le volume, c'est très important dans cette musique. Ouais, c'est clair. Et donc, est-ce que tu penses que ce fameux premier concert de tribute, ça t'a aussi donné envie de cette quête du son AC/DC ? Alors, ouais, il y a un truc, c'est que le son AC/DC... De toute façon, la phrase de cette vidéo, ça va être faire simple, c'est pas forcément facile. Faire simple, c'est compliqué. Voilà. Alors oui, et c'est vrai qu'au tout début, surtout quand tu commences, forcément, tu n'as pas du matos de folie. Avoir un son qui se rapproche d'AC/DC, c'est pas évident. Alors peut-être que c'est plus facile maintenant, je sais pas, avec les outils dont disposent l'émulation, etc. Le numérique et tout. Je sais que maintenant, tu peux ne plus trop te ruiner pour trouver le son, mais à l'époque... Après, on parlait de volume. Pendant longtemps, c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais les limites du numérique, etc., c'était que pousser à haut volume, tu perdais beaucoup en qualité et en puissance, tout simplement. Et aussi en corps. Et je pense qu'il y a moyen d'émuler, mais encore une fois, et je pense que ça va être du coup le premier postulat de la vidéo, un petit peu, c'est, on parle, c'est simple, hein, le son AC/DC, t'as un Marshall, tu branches, t'as le son AC/DC. Voilà. Alors ça, déjà, c'est une idée reçue, qui est peut-être valable sur les premiers albums d'AC/DC et sur le début de carrière d'AC/DC, mais qui n'est plus valable ensuite. Parce qu'on parle du son AC/DC, mais en vérité, il y a plusieurs sons AC/DC. Je veux dire, on ne peut pas comparer le son des premiers albums au son de Razor Edge ou du son de Steve Upper Lip. Tu parlais du live à Donington, il reprend Jailbreak par exemple. Jailbreak qui est un morceau des tout premiers albums d'AC/DC. Tu écoutes la version originale, tu sens que c'est un peu crassouille. Ouais, tu sens que le haut-parleur est en train de claquer, quoi, tu vois. C'est très crassouille. Et t'écoutes le live à Donington, le son est totalement différent. Mais tu reconnais la patte AC/DC. Tu vois, ils ont fait évoluer leur son en fait au fur et à mesure. Voilà. Donc déjà, ça voilà, ils ont fait évoluer leur son et assez rapidement dans leur carrière quand même. Malcolm, son son, clairement, c'est un ampli Marshall bien poussé, et surtout ce qu'il joue, c'est son attaque au Mediator et son tirant de corde. Il a un tirant de corde très massif qui lui permet vraiment de taper dedans sans que ça se désaccorde, et ça lui apporte un claquant surtout.
Tu vois, c'est lui qui apporte tout le claquant du son La ACDC. brillance, un peu, ouais. Angus, lui, vient se poser au-dessus avec son son. Quand tu commences, on te dit, bon, bah, c'est simple, ACDC, tu prends ta guitare. Alors, forcément, tu vas acheter un truc SG, enfin, une Harley Benton SG, oui, tu voilà. vois. Oui, tu branches, si tu as un Marshall, tu branches dans ton Marshall. Ring. Bon, si tu débutes, tu vas dire, ouais, j'ai le son. Bon, Ouais. en fait, tu réécoutes les trucs. Ouais, mais après, c'est si tu creuses. Là, de toute façon, la vidéo, ça va être un petit peu. On creuse ACDC. Ouais, voilà. En C'est fait, quand, on essaye t'as de... dépassé les premières années, Voilà, on essaye d'ébahissement. Voilà, c'est l'iceberg ACDC, C'est on ça, va voilà. sous la surface, quoi. Et quand on se renseigne vraiment sur qu'est-ce qui fait le son d'Angus, surtout quand je parle de son, c'est vraiment le son des années Bon Scott, parce que c'est souvent ce que les gens s'imaginent quand on parle du son traditionnel d'ACDC. Parce qu'à partir de 80 avec Brian Johnson, leur son a encore évolué. Hein, Ouais. Après, il y a aussi l'adaptation avec la voix. Exactement. Mais pour ce qui est du son pur des guitares, il faut savoir que Angus, alors il y a toujours le côté un peu, je sais pas, un peu élitiste des guitaristes. Non, ACDC, tu branches, tu mets ton ampli à fond. Oui. Et Le fameux plexi. Oui, et tu vas voir le son d'Angus. Alors forcément, toi t'entends ça pendant des années. Donc, qu'est-ce que tu fais? Le jour où t'as une SG, tu le branches dans un plexi, tu mets tout à fond. Tu deviens sourd. Ah oui, tu deviens sourd déjà. La personne d'à côté devient sourde. Le village d'à côté devient Le sourd. village. Et quand enfin tu retrouves Louis, Ouais, c'est ça. tu te rends compte que bah non, c'est pas ça. Il manque un truc. Et il y a un mec qui s'est Qui a dédié sa vie, quoi. Oui, qui s'est interrogé vraiment sur comment ça se fait. C'est Phil. Alors son pseudo c'est Phil Solo Dallas. C'est un Italien, il me semble. Et lui, c'est le fan absolu d'Angus. Et le gars... L'archéologue d'ACDC, quoi. Mais c'est un peu ça, c'est carrément ça. Et le gars, vraiment, il s'est donné les moyens. C'est-à-dire qu'il a acheté plusieurs SG qui dataient des années, des mêmes années que les guitares d'Angus. Il a acheté une multitude d'amplis Marshall. Pour essayer de recréer la magie et voir d'où elle pouvait venir, quoi. Voilà, exactement. En se disant, par exemple, ACDC, enfin Angus, pendant un moment, a joué sur un ampli, un JMP Marshall, mais un modèle que les connaisseurs appellent le Black Flag, parce que le mot JMP est encadré dans un drapeau. Pas un drapeau, mais Ouais. un petit rectangle noir, quoi. Et c'est un ampli 50 watts. Tu vois, bon, déjà, on n'est plus dans le 100 watts, tout Ouais, ça, ouais, déjà. Mais donc il a notamment travaillé sur ces amplis-là, mais il manquait encore un truc. Et en fait, en farfouillant dans les interviews, il est tombé sur une interview. Alors je ne sais plus quel magazine, ça doit être Guitar World ou un truc comme ça. En tout cas, un magazine suffisamment gros pour avoir l'opportunité Bah, déjà discuté avec Angus. d'interroger. Ouais, Angus. il répond pas à mes appels, hein, j'ai essayé, mais après il est peut-être sourd maintenant. Mais... Après cet épisode, il répond. Ouais, c'est ça. Et ouais, pour nous insulter. Mais qu'est-ce que vous racontez comme conneries, c'est pas Ouais. possible. D'ailleurs, si on dit des conneries, mettez-le Ouais, dans les mettez-le en commentaires. commentaire, de toute façon, c'est là pour ça. C'est là pour ça. Et donc, il a lu une interview d'Angus où Angus disait bah non, je n'utilise pas de pédale d'effet. La seule chose que j'ai, c'est ma guitare, c'est mon ampli et c'est mon émetteur. Ah, déjà là, il y a un élément qu'on n'avait pas dans la chaîne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'émetteur? Alors, faut savoir que Angus, il est arrivé à une époque où les émetteurs de guitare, ça n'existait pas. Et puis, le fait rien que pour s'adapter à son jeu, de vouloir courir dans tous les coins aussi. C'est s'adapter aux contraintes. Carrément, en fait, le truc, c'est que en fait, il a été contacté par un mec qui avait créé un émetteur-récepteur de guitare, Ken Schaeffer, qui avait créé le système, je sais plus, c'est le système Schaeffer, je sais plus, il y a un truc Vega, un truc comme ça. Bon, on mettra le nom. On mettra le lien. Et en fait, Angus a commencé à utiliser cet émetteur-récepteur pour pouvoir bouger sur scène, tu vois. Il s'est dit que c'était un outil en plus pour assurer un show encore plus spectaculaire, quoi. Mais le truc, c'est que cet émetteur, qui était un des premiers, avait tendance à modifier. De toute façon, quand tu ajoutes un élément dans la chaîne de ta musique, de ton truc, il y a forcément un impact à un moment.
Voilà, exactement. Et là, tu dis que ça a rajouté un coup de boost, c'est ça? Ouais, voilà, c'est-à-dire que d'un seul coup, il avait on peut dire ça, un genre de clean boost dans son son qui lui a apporté un grain particulier, le fameux grain d'Angus. Qui a marqué les premières périodes. Mais en fait, souvent dans l'histoire du rock, c'est souvent de la contrainte naît l'innovation, en fait. Ça, je vais le breveter, ça. Par exemple, vous savez bien que le tonton, il aime bien Van Halen aussi, et en fait, il avait une tête au début qui était pas faite pour les États-Unis, et donc il a dû mettre un transfo pour changer le voltage, etc. Et c'est en jouant et en faisant le con avec le voltage qu'il s'est rendu compte que ça a surdopé son ampli, et que ça lui rajoutait un gain naturel. Et c'est aussi pour ça que dans les vieilles années, dans les années 70-80, en tout cas pour les modèles d'époque, les transfos n'aimaient pas trop qu'on joue avec eux. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de têtes, notamment dans les festivals où ils étaient utilisés longtemps et des fois avec des voltages un peu dissidents, dirons-nous, qui prenaient feu. En fait, la légende des amplis qui prenaient feu, c'était beaucoup de gens bricolaient, en fait, tout simplement, vu que les pédales d'effet, etc., ça commençait seulement à arriver, tout n'existait pas. Les gens aimaient bien faire du do-it-yourself et tout, et des fois, ça cramait tout simplement. Et il y a beaucoup de têtes qui ont... pareil, les gens sont dit « Ah, Steve Van Halen, il joue avec le voltage, moi, dans mon garage, je vais jouer avec le voltage aussi, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?» Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Van Halen, parce que le système Schaeffer, en fait... on s'est rendu compte qu'il avait été utilisé par la plupart des grands musiciens de les tuyaux, ça se refile, et Van Halen a utilisé le Schaeffer, Pink Floyd a utilisé le Schaeffer. Voilà. Et donc... On remonte la chaîne du rock, les gars. Oui, non mais on va découvrir tous les secrets. Très bien, gardez vos secrets. Et j'ai failli... Ouais, j'ai vu moi. Ça, c'est le fait de découvrir des secrets. C'est la porte des secrets, les couloirs du temps. Et du coup, ce mec-là, Phil Solo Dallas, donc, a recontacté le gars Schaeffer. Il lui a demandé est-ce que tu en as pas en stock pour que je puisse un peu regarder ce qu'il y a dedans. Il en avait encore un. Il en avait encore un. Et en fait, il a copié ce système. Et il a ressorti, alors non pas un émetteur-récepteur, mais un boîtier qui recrée... Qui émule ce gain de puissance, quoi. Ce qui modifie le son. Le signal, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Je parlais de la chaîne de musique, mais non, c'était le signal que je voulais dire. Et pas de signal. De ce bon fait, il a ressorti une boîte qui ressemble au récepteur d'époque. Et sinon, il l'a sorti au format pédale. Mais si seulement on pouvait mettre la main sur ce genre d'attirail. Et c'est Solo Dallas. Alors voilà, donc là, c'est le format pédale. Donc il y en a plusieurs. Hein. Celle-là, c'est la Storm. Il y en a une. Mais là, un peu plus près de la voilà. Alors celle-là, c'est la Storm. Il y en a une qui est aussi en format pédale, mais en format carré. Il y en a une, c'est juste un boost. Là, tu vois, t'as quand même t'as plein de boutons pour t'amuser. Après, vous allez voir, ça va être le roller coaster d'émotions, parce que là, vous l'avez vu, mais en fait, vous allez peut-être pas forcément l'entendre. Il l'a fait. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Alors, non, alors, pourquoi ? Parce que ça, c'est utile sur un ampli Marshall. Sur les vieux Marshall, en fait. Sur un vieux Marshall. Sauf que... Aujourd'hui, on a un petit peu les versions upgrade de tout ça qui évitent de devoir justement rajouter d'autres éléments à la chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est... là, tu nous as gâtés, là.
Ouais, bah, j'ai ramené des amplis Wizard. Alors, qu'est-ce que c'est Wizard? Ça parle pas forcément à tout le monde parce que... Moi, j'ai découvert avec toi, en toute honnêteté. Bah, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est que Wizard? C'est une marque qui a été créée par un gars qui travaillait chez Marshall à l'origine. Et il avait la particularité, ce gars, d'être guitar tech chez ACDC. Ça va, quoi. Le job d'été, quoi, sûrement. Voilà. Donc, tu peux te dire que déjà, s'il en est arrivé là, c'est que tu dois quand même être Il devait plus ou moins savoir ce qu'il faisait, ouais. Et ce mec-là a commencé à créer des amplis, tout simplement. Et au milieu des années 90, en fait, ACDC a commencé à jouer sur des Wizards. Donc, la consécration, quoi. Ouais, non, mais tu regardes le DVD à Plaza de Toros, là, à Madrid. J'allais dire, ça sonnait pas tellement polonais, donc ouais. sûrement en Espagne. Quand tu regardes les amplis, tu as du Wizard derrière. Excellent. Et tu regardes le live à Munich 2001, tu as du Wizard derrière. Et moi, j'ai connu ça, j'avais même pas fait gaffe sur les DVD en vrai. Mais j'ai connu ça parce qu'il y a une vidéo qui était sortie pendant le Black Ice Tour, je crois, où on voyait Scott Ian, donc le guitariste de Anthrax. Bravo. C'est oui. C'est oui. Oui. Mon encyclopédie Larousse. Et on le voyait qui était invité justement en backstage et justement avec Rick Saint-Pierre. Donc on voyait Rick Saint-Pierre, c'est un grand chauve, un peu monsieur propre, tu vois. Et donc qui est Rick Saint-Pierre? Je ne l'ai pas dit, c'est le créateur de Wizard. C'est le fameux guitar. Ah mais oui, tu vois, je manque à tous mes devoirs. Ouais, désolé Eric Saint-Pierre. Pardon. Envoyez-nous des amplis quand même, on s'excuse. Et on voyait Scott Ian qui essayait une des guitares d'Angus avec son ampli. Et le son était vraiment... C'était le son de cette période-là. Parce que comme je disais tout à l'heure, ACDC a eu plusieurs sons. Plusieurs périodes, plusieurs sons. Et tu avais vraiment le son de cette époque-là, avec ces têtes-là. Et ensuite, je me suis rendu compte que des groupes comme Airborne, qui ont un son australien aussi, utilisaient ces têtes-là. Mais même Metallica l'a utilisé, Bonamassa l'a utilisé. Alors je dis pas que c'est leur tête principale, mais il y a eu des moments où il y en avait sur scène, quoi. Dans leur clientèle, de toute façon tu vas sur leur site, tu as toute la clientèle, c'est à coup de ZZ Top et des machins. Oui. Et donc c'est ultra dur à trouver, non? Alors tu le commandes. Par contre... Ouais, alors on va reformuler. C'est difficile à trouver d'occasion. D'occasion. C'est-à-dire que c'est un... Rick Saint-Pierre, il fabrique ses trucs au Canada. Et puis franchement, tu regardes comment il fabrique ça, c'est un atelier, c'est une table quoi. Et puis le mec il a ses tiroirs avec ses petits trucs et puis il fait encore tout lui-même. Il fait partie des sorciers quoi. Ouais. Voilà, tu vois. Et pour nous donner une idée aussi aux gens qui regardent, évidemment, en neuf, on est sur combien sur un modèle à peu près? Pour vous donner une idée des prix, quoi. Pour l'avoir en France, ce qu'il faut, c'est... Ouais, les taxes et tout, ouais. T'as les taxes, t'as les frais de port, t'as tous les machins. Mais ils sont affichés aux alentours de... Ça dépend le modèle, hein, mais je sais que la moyenne, c'est dans les 4500 $, un truc comme ça. D'accord, donc arrivé chez nous, c'est du quasiment 6000. Ouais, après. Mais moi, j'ai eu une chance, c'est que j'en ai trouvé une. Par terre, dans la poubelle. Exactement. Sur Reverb, tout simplement. Un mec qui. Donc en Europe. Voilà, donc ça m'évitait des frais. Et donc en occasion, on peut espérer en trouver dans les combien à peu près? Ça dépend. En fait, moi je sais que. Une fourchette, hein, juste pour se donner une idée, quoi. Si t'es chanceux, aux alentours de 3000, quoi, ça se trouve. Ouais, ça fait déjà un sacré budget. Mais en vrai, même d'occasion, si tu l'as en Europe, souvent c'est vendu au prix du neuf. Ouais, parce que c'est tellement difficile à trouver. Voilà. Parce qu'en fait, à 3000, tu arrives déjà à choper du Marshall un peu vintage, quoi. Ouais, tu vois. Donc, Donc faut en vouloir, quoi, tu vois. Bon, vu qu'ils ont été patients et qu'ils nous ont déjà écouté plus de 25 minutes, on va faire écouter un petit peu ça et après on revient un petit peu dans l'analyse. Ça marche.
Hop, vous venez d'entendre les fameux Wizards. Bon bah que dire hein. Bah ouais, bon on a fait le son qu'on a pu. Hein, Voilà, on n'a pas voulu surcharger non plus la pièce. En plus, bah, le studio du tonton n'est pas gigantesque non plus, donc on n'a pas poussé tellement les watts. On peut pas pousser, ouais, en vrai il faudrait pousser un petit peu. Mais... Un petit peu plus, mais pour ça, moi je pense que si vous voulez entendre ces Wizards là vraiment à un volume un peu indécent, il faudrait faire quoi? Allez voir Overdrivers en concert peut-être. Pourquoi pas. Ah mon Dieu. Mais d'ailleurs là on vient de l'entendre, je vais en profiter pour aborder un point, pour revenir un peu à notre sujet. Pourquoi ça a une réputation de facilité aussi à CDC? C'est que la plupart des guitaristes qui débutent se rendent compte que les premiers accords qu'ils jouent sont globalement ceux qui composent quasiment... la grille habituelle ou classique, en tout cas les tubes ACDC. Quoi. Et c'est là où il y a des nuances. Il y a méprise. Il y a des petites nuances intéressantes. C'est-à-dire que, par exemple, cet accord, l'accord de sol, normalement, quand on l'apprend, il est comme ça. Et ben dans ACDC, il ne sera jamais joué comme ça. C'est-à-dire que, hop, le Si qui est là, on ne le joue pas. Voilà, parce qu'il n'a pas été sage. Non, en fait, quand il le joue, avec ce doigt-là, il mute cette corde-là. Ce qui fait que tu entends. Ça, c'est muté. Et du coup, tu as un son. Alors, je ne sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo, mais en vrai, ça change tout. C'est que tu passes de A. C'est beaucoup plus tranchant, c'est beaucoup plus net. Et c'est vrai qu'au début, moi, je comprenais pas, parce que quand tu débutes, tu vois, ces petites croix, donc tu te demandes comment tu fais pour muter. En fait, tout simplement, tu poses, tu vois, t'as un petit riff qui te vient avec ça pour le mettre en place. Alors, oui, alors, ce qui est le bon exercice pour le mettre en place, c'est enchaîner un Ré et avec le Sol. C'est le truc le plus pour que ça devienne le plus naturel. Mais il y a d'autres subtilités dans ACDC. C'est que par exemple quand ils font un Ré, et ben t'as une base de Fa dièse sur le Ré parfois. Par exemple c'est le cas dans Highway to Hell. Et
Tu vois, dans Highway to Hell, ils font... Au lieu de faire... Normalement, quand tu fais l'arrêt, tu vois, tu commences à partir de là. Bah eux, ils font ça. Dans Highway to Hell, ça fait... Et d'ailleurs, on retrouve l'accord de sol, mais joué autrement. Et d'ailleurs, là, je l'ai fait en décalant comme ça. Angus fait autrement. C'est-à-dire que quand tu regardes comment il le fait en live, c'est ce doigt-là qui vient vers son sol. Ah, c'est marrant. Il le fait comme ça. Tu vois. Et donc, tu vois, tout ça pour dire Ça, c'est la pratique aussi, quoi. Voilà. Et tout ça pour dire que rien n'est simple dans CDC parce que même des accords de base bidons, il y a une manière de Il y les a une jouer subtilité, quoi. pour que ça sonne vraiment comme un CDC, quoi. Et c'est vrai que, regarde, sur un ré, par exemple, entre ça et... T'entends le petit truc il est vachement derrière. plus développé, quoi. Ouais, alors qu'ils auraient pu le jouer comme ça. Ils auraient pu le jouer comme ça. On est d'accord que 80% des gens qui jouent la chanson, ils la jouent comme Ah ça. bah ouais, et encore, là je le fais en... Mon deuxième accord, il y a quand même le truc muté, mais la plupart des gens... Ça n'est pas du tout pareil, quoi. Tu vois? Ouais. Donc voilà, c'était juste un petit point... voilà. Donc on a parlé déjà de pas mal de trucs. Les accords du son. Après, ce qui est aussi dans un CDC, on se rend pas forcément compte parce que des fois on schématise un petit peu le rôle de chacun, quoi. Par exemple, combien de fois t'entends ouais bah c'est bon, il peut être bassiste des CDC. Ah ouais, ça Et ça, en plus, bah, vous l'avez bien senti, si je puis dire, parce que vous avez eu longtemps un problème de bassiste. Oui. Et donc vous avez fait pas mal d'auditions de bassistes. Et en fait, le style qui paraît simpliste, en fait, pour être vraiment en place et vraiment bien en section rythmique, c'est très difficile à avoir. Alors ouais, parce que en vrai, la basse chez ACDC, c'est super important. De toute façon, dans ce genre de rock, pour que ça sonne, il y a toujours le côté grandiloquent de la guitare lead qui est mis en avant, des guitares globalement. Ouais. Mais elle peut s'exprimer que si tu as une rythmique impeccable derrière, quoi. Voilà, ce qui fait toute la puissance du style, c'est un ensemble basse-batterie béton. Et pour ce qui est de la basse, en vrai, c'est compliqué de faire du AC/DC dans le sens où les gens croient que c'est simple de composer. Alors déjà à composer et à jouer, parce qu'il faut être en place avec la batterie, ça c'est super dur. Mais dans la composition même, il faut savoir parfois ne pas suivre les guitares. Ouais. C'est-à-dire que parfois, le meilleur truc que la basse a à faire, c'est rester sur la même note, et c'est ce qui va donner toute la puissance, tu vois, avec le riff qui évolue derrière. Mais parfois, c'est aussi faire des petites subtilités qui vont créer une couleur différente. Un thème, en fait, que tu vas reprendre et développer sur ta chanson. Par exemple, sur Back in Black, par exemple. On a ces accords-là. On a d'accord? Donc on se dirait que de base, ils vont faire un... Le bassiste va faire ça, tout simplement. Eh ben non, il nous fait... Donc tu vois, il décale. tu vois, cette note-là. Donc du coup, ça sonne comme... Et c'est ça. C'est le tout qui fait... Mais, mais tu vois, rien que pour ça déjà, c'est une idée que tout le monde n'aurait pas eu, tu vois. Et ça, ce qui fait que cet accord-là, quand il est joué, il a une sonorité particulière. Et quand tu écoutes ça sans faire attention, parce que là, ACDC c'est beaucoup ça aussi, tu fais pas attention à la basse parce que déjà c'est bien sous-mixé. Ouais, Mais en plus de ça, tu es focalisé sur les guitares. Mais des fois, il se passe des trucs, tu vois, derrière, qui font toute la puissance du truc. Toute la richesse, en fait, c'est l'impact. L'impact, pour que le morceau ait de l'impact, il faut que derrière tout soit... Ouais, voilà. Tout aille dans le même sens, il faut que ce soit homogène, en fait. Après, pareil, tu as For Those About to Rock, par exemple. Alors ça, c'est le parfait exemple qui montre à quel point Cliff Williams est un bassiste, pour moi, qui est extraordinaire. C'est-à-dire que ça se finit, ils font un truc genre... Donc tu te dirais, il suit, il fait... Oui, et puis la plupart des tributes... Il joue ça. Il joue ça. Eh ben,
t'écoutes la piste de basse Ouais, c'est pareil. séparée, il te fait des trucs. Et derrière, ouais. Ah, mais il tricote derrière et il fait des montées, des descentes. Il ne fait jamais la même et tout colle parfaitement. Ça, alors, c'est pareil, quand tu écoutes les morceaux, tu t'en rends pas forcément compte. Mais tu parlais du live à Donington, en particulier le live à Donington, parce qu'en plus de ça, tu as le batteur Chris Slade qui l'accélère à la fin, donc pour donner un bon coup de pêche. Et du coup, là, c'est le moment, c'est la fin du concert, c'est là où ça donne tout. Le mec, il te fait des plans, je sais plus exactement combien il y a de mesures, mais à chaque mesure, il te fait un plan différent. Et tous les plans sonnent, alors que la rythmique reste la même, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Et ça fait partie du génie qui fait... Ça fait partie des choses aussi qui font que, bah non, AC/DC, en fait, c'est pas juste du... Il y en a. Mais quand il faut y aller, tu vois. Mais c'est aussi cette histoire de contraste, en fait. C'est que, justement, ils le font sur des morceaux pour leur donner un peu plus d'impact et, en fait, raconter quelque chose, que ce soit pas juste un enchaînement d'accords un peu toujours similaire. C'est ce qui fait aussi leur richesse musicale, finalement. Et qui est assez insoupçonné, parfois, parce qu'en fait, tu prends en pleine tête les grilles d'accords un peu classiques et si tu creuses pas, t'entends pas forcément que derrière, pour que toute la baraque tienne et que justement, on le disait tout à l'heure, pour que la guitare lead s'exprime et tout, il faut que derrière t'aies un truc qui soit vraiment au millimètre, sinon c'est impossible. On parlait aussi que c'était super difficile parce qu'en fait, il joue pas vraiment dans les temps, il faut vraiment être au fond du temps, etc. Alors ouais, c'est ça, c'est le truc que beaucoup de batteurs... alors, pas les batteurs confirmés, mais souvent j'ai cette discussion avec des batteurs qui sont, comment dire, plus en dilettante qu'autre chose. Ouais, c'est du pum tchak, tant que c'est pas de la double, c'est pas intéressant. Alors, déjà, il y a un truc, c'est que ouais, AC/DC, c'est le fond de temps. Le fond de temps, c'est-à-dire que t'es pile sur le temps et t'es pas devant, t'es pas derrière. Et parce que c'est vrai que quand tu joues, naturellement, quand t'es entraîné par la musique, d'autant plus quand tu joues du rock à la AC/DC, t'as envie d'y aller. Naturellement, tu as tendance à accélérer. Et c'est pour ça que, notamment dans le punk, par exemple, souvent la batterie est très en avance, les musiciens sont en avant, mais pour que ça groove, AC/DC, pour que tu remues la tête, il faut que tu sois pile poil sur le temps. Et ça, c'est un talent que Phil Rudd a, mais c'est incroyable. Et on s'en rend pas forcément compte, mais j'invite tous les guitaristes à trouver une track de Phil Rudd, mais vraiment de Phil Rudd, hein, pas une track refaite de Phil Rudd, et d'essayer de jouer dessus. Et c'est un confort de jeu, parce que une fois que tu as compris le concept... Ah mais l'écart entre la grosse caisse et le coup de caisse clair, et la manière dont le charlet t'amène à ça, t'es porté. T'as même pas à faire d'effort, tu comprends, tu vois. Ouais. C'est naturel. Et c'est ça aussi, c'est que c'est tellement naturel que ça paraît facile, tu vois. C'est un peu, comment dire, je comparerais ça un peu à de l'athlétisme, c'est-à-dire que justement, là, je suis tombé il y a quelques jours sur une vidéo d'un mec qui faisait, tu sais, les anneaux olympiques, là, tu vois, les mecs et le mec, il se mettait en croix, tu vois, les deux bras tendus, puis ils avaient l'air de dire que c'était exceptionnel, mais le mec, tu le voyais faire, ça te paraissait pas exceptionnel. Ouais. Et la vidéo cutait, et tu voyais des mecs qui s'entraînaient à le faire. Et tu vois que les mecs... Ils tremblent, ils arrivent pas à tomber de plus de 2 secondes. Et c'est ça, c'est que quand c'est bien fait, tu vois pas les difficultés. En fait, la simplicité, c'est le miroir du travail. Quoi. Et c'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu crois que c'est simple, c'est que derrière, il y a un travail monstrueux et que
il y a rien de ça. Enfin, il y a rien de facile. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est un petit peu le résumé de cette vidéo, et en tout cas ce qu'on a essayé de vous transmettre, c'est que derrière justement, en fait, pour que ce soit joli aussi, que ça ait l'air aussi simple, c'est que derrière tout est pensé, tout est réfléchi, et que c'est pas du hasard de oh bah en fait on a joué ces accords-là puis ça sonnait bien, allez c'était marrant. Mais ACDC, de toute façon, que tu prennes n'importe quel truc dans ACDC, même la voix, il n'y a rien de facile. La voix de Brian Johnson, par exemple, sur Shoot to Thrill, t'écoutes la fin, il t'envoie des notes. C'est un truc monstrueux. Il a un coffre incroyable en fait. Ouais, et ce qui est marrant, c'est qu'à la base, il a plutôt une voix grave quand tu l'entends parler. D'ailleurs, au début de Stephen Perley, quand tu l'entends parler, c'est un peu... je m'étais toujours demandé au début si c'était vraiment lui ou si c'était un peu traficoté. Ah non, mais non, quand tu l'entends parler, il a une voix comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que quand il chante en voix de tête, il y a encore du coffre, quoi. C'est parce qu'à sa base, il est grave. Je veux dire, on le penserait pas, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors que nous, qui avons une voix, on va dire, normale, banale. si tu vas en voix de tête, ça va tout de suite sonner criard de ouf. Ouais. Et alors que lui, il arrive à... Et on s'imagine pas en fait, surtout dans des sets aussi longs, parce que CDC ils ont toujours été connus pour faire des gros concerts. Ah mais les gars, c'est que tu sais, pareil au niveau des chanteurs, t'entends des fois ouais bah c'est facile de chanter du ACDC, tu brailles et tout. Bah braille déjà une chanson entière, quand tu vas attaquer la deuxième, tu vas déjà plus avoir autant d'énergie, et alors à la troisième il n'y a plus personne. Donc t'imagines ça pendant 2 ou 3 heures, et des gars qui ont maintenant 70 balais quoi. Ouais, donc, et attention, Brian Johnson dans les années 80, c'est parfois des années à plus de 230 concerts. Oh putain. Et puis accordé en standard, attention. Hein, ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas joué. Par exemple, regardez Metallica, ça fait très longtemps qu'ils sont accordés un demi-ton plus bas en live, parce que pour faciliter le chant. Ça fait super longtemps. Déjà, période Memory Remains, etc. Ils étaient déjà en demi-ton plus bas, depuis un bail. J'en profite d'ailleurs pour saluer la performance d'Axl Rose quand même, parce que qu'on n'aime pas le personnage, ça je l'entends tout à fait, et qu'on trouve que ce soit déplacé entre guillemets qu'il ait joué avec ACDC, parce qu'ACDC justement c'est l'image, tout ce qu'il y a de contraire au rockstar, les gars tu les vois ils sont en t-shirt, en jean. Donc je comprends que ça ait rebuté les gens, mais quand t'écoutes... J'étais le premier à n'attendre rien et à avoir pris une claque quoi. Mais quand t'écoutes objectivement, il a fait du boulot. Il a fait un boulot monstre. Ils sont revenus en standard, alors qu'à CDC, ça fait une paire d'années qu'ils ont baissé, tu vois. Ah ça y est, ils ont quand même passé le... Ouais. Et ben, ils sont revenus en standard, et toutes les notes que Brian Johnson ne fait plus, genre des Thunderstruck, des Back in Black, réécouter des versions de Back in Black avec Axl Rose. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa voix, faut lui reconnaître la qualité technique. Il avait repris, c'est la période où il a repris des cours, et c'est pareil, il avait enchaîné. Quand ça a fait ça, bon. Malheureusement, c'est le cas. Après, quand tu as ce statut et quand tu as cet âge et puis cette consommation habituelle et qui a marqué ta santé, ça devait être difficile de dire prendre des cours, c'est bon, de toute façon, que je chante bien ou que je chante mal, tout le monde s'en fout. De toute façon, je vais quand même me faire tailler. Donc. À se demander si c'est pas ces tournées avec ACDC qui lui ont pas flingué sa voix. Peut-être d'avoir trop demandé. Mais non, donc c'est pour ça. Il n'y a rien de facile non plus. Être chanteur d'ACDC, on ne s'imagine pas comment c'est exigeant. Mais même Bon Scott... T'imagines la pression, le public de stade tous les jours qui attendent la légende. Ah ouais. Mais même Bon Scott... Bon Scott, forcément, on entend toujours les lives, entre guillemets, qui ont été validés. Donc ça passe toujours plus ou moins. Mais Bon Scott, il a eu des journées... des journées sans, comme tout le monde. Mais par exemple, tu prends le live If You Want Blood, tu sais, en fait, il y a énormément de trucs qui ont été retrafiqués dans ce live, et notamment la voix, parce que je présume que ce jour-là, c'était pas top. Pas ça, ou des fois la sonorisation. Et aussi. D'ailleurs, le meilleur exemple on peut prendre, c'est sur Wall of Tarosi. Au tout début, t'as Bon qui gueule toujours la phrase You can say she's got it all. Vous avez vu l'accent exceptionnel. Ça va. Et ben, tu écoutes la version live, écoute la version studio derrière, mets les bout à bout. Ils ont pris la piste et ils se sont dit c'est bon. et je te jure. Et pourquoi s'embêter? Non mais voilà, et ça prouve bien. Et puis les mecs, c'est pas des machines quoi. Non mais c'est ça. Et puis c'est un peu ce côté, comme tu disais, les gars c'est pas des rockstars. Ils ont gardé le côté humain et ça fait partie de la machine ACDC. Et je pense que c'est ça que les gens ont bien aimé, c'est vieillir avec eux, voir qu'ils avaient vieilli, mais voir que leur envie d'en découdre était toujours là et d'arriver à faire sonner la grosse machine ACDC et d'arriver à la rendre accessible sur plusieurs générations. Je pense que donc non, ACDC c'est pas simple. Non. Mais ACDC c'est mythique tout simplement quoi. C'est mythique. Après
On a parlé de plein de trucs, mais on n'a pas vraiment parlé du jeu de guitare en soi. En fait, c'est tellement évident. On n'a même pas parlé d'Angus, quasi. Non, mais déjà, on va parler de Malcolm avant de parler d'Angus. Angus considère son frère comme meilleur que lui à la guitare. Ça, c'est ouf déjà. Oui, non, mais parce que c'est sûr qu'ACDC, le côté flamboyant du showman Angus, je veux dire, efface totalement le côté en retrait de Malcolm. Implacable. Mais Malcolm, il paraît que c'est une machine. C'est une justesse incroyable, quoi. Mais à tel point que Chris Slade, du Live à Donington, le fameux. Pourtant, et pareil, bah tiens, on n'a pas parlé de Chris Slade, on a parlé de Phil Rudd, mais Chris Slade, allez écouter le Charlet sur la piste Led Zeppelin Rock. La piste doit durer 17 minutes. Bon, en comptant qu'il y a quelques arrêts entre deux. Mais son Charlet. Il est juste à chaque fois, quoi. Mais il est carré. Mais Live à Donington, la piste Led Zeppelin Rock. Je mets au défi n'importe quel batteur de m'envoyer une vidéo et il le fait. Il le fait autant de temps. Je ne dis pas de le faire 5 secondes, hein, mais autant de temps. Et aussi précisément. C'est d'une précision, d'une finesse. Donc, je parlais de lui, pourquoi? Je ne sais même plus. Ah oui, Malcolm, voilà, parce que... de la paire, Malcolm, justement, Chris il témoignait, Chris Slade témoignait que... Pourtant, c'est Chris Slade. Le mec dont je viens de dire, c'est un monstre de batterie. Le mec, c'était une référence avant de rentrer dans la CDC. Hein. Et... il disait que parfois, même souvent, c'est Malcolm qui gardait le rythme et qui lui indiquait comment garder le truc. Oui, donc tu t'imagines que le gars, il était pas humain, quoi. Mais jouer du Malcolm Young, c'est un truc, mais c'est physique. C'est du de bas, en fait, c'est un combat de boxe. Et puis tu le vois, hein, d'ailleurs, le mec, pendant tout son concert, il est concentré sur son truc. Et on n'imagine pas la difficulté alors de jouer avec un timing aussi exceptionnel. Franchement, c'est incroyable. Et je le sais d'autant plus avec mon expérience personnelle que on a enregistré des albums en studio. Et moi, quand je suis arrivé en studio, tu sais jouer sur le temps? Bah oui, je sais jouer en rythme et tout. Je commence à enregistrer une chanson. Le mec, il m'arrête, l'ingé son, Bertrand, je le salue. Il me dit, mais les gars, regarde. Et puis il monte mes courbes. J'étais tout devant sur chaque truc. Je dis, merde, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que quand tu joues du rock, t'as tendance à y aller. Ouais. Et en fait, je jouais tout devant, toujours tout devant. Et c'est là que je me suis rendu compte de la difficulté que c'est. T'as dû faire un travail de ouf pour... j'ai dû faire un travail en profondeur. Sur ta façon de jouer. Mais j'ai passé des heures, suite à ça, sur un métronome, à m'enregistrer et juste à faire... pour voir où je tapais. Tu vois, et petit à petit, j'arrivais à redécaler, à reprendre. Mais ça a été vraiment un travail. Et Malcolm, lui... il a dû travailler ça de fou, parce que c'est facile de dire oui c'est le talent, non c'est du travail, le fameux talent. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Le fameux talent. Non mais alors il y a des prédispositions de ouf, mais le mec il a bossé de ouf. Et pareil, il a un son ultra propre, ultra clean. Je veux dire le son d'Angus en comparaison, il y a beaucoup plus de j'aime pas utiliser le mot gain pour ACDC, mais disons qu'il est beaucoup moins clean que le son à Malcolm. Et Malcolm, il a un groove. Par exemple, Thunderstruck. Tu prends la piste isolée du morceau Thunderstruck et il te fait un riff un peu funky. Je sais même pas si je serais joué comme lui, tu vois, mais vous savez. Il fait ça. Là, je l'ai fait 2 secondes, tu vois. Et encore, j'étais même pas carré, tu vois. Bah lui, il te fait ça d'une manière carrée. Tout le temps que la musique commence, mais ça dure 1 minute 30, 2 minutes. Il n'y a pas un seul bruit de corde parasite. Il n'y a pas un seul coup de médiator à côté. C'est un truc incroyable. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Parce que, qu'est-ce que tu écoutes pendant ce temps-là? Tu écoutes le... Tu vois? Et donc voilà, Malcolm, vraiment,
énorme. Très sous-estimé. Très sous-estimé, parce que, comme je te dis, même Angus dit que c'est un des meilleurs guitaristes qu'il a. Bah, pour lui, c'est un des meilleurs guitaristes, tout simplement. Et le jeu d'Angus, alors, bon, c'est pareil. Le jeu d'Angus, c'est incroyable dans le sens où, ben, on parle de Malcolm en rythmique, mais AC/DC, c'est 2 guitares, et les 2 guitares sont bien ensemble. Tu vois. Angus, c'est faire des performances où tu joues des trucs, mais tu bouges partout. Ouais. Ça, sans perdre le fil. Parce que c'est facile à me dire, oh regarde, c'est facile, et puis tu fais un solo d'Angus, et puis tu es assis sur ton tabouret à ta maison, t'es pas devant 60 000 personnes en train de courir. Et avec 70 balais. Et avec 70 balais aussi. Et non, et puis c'est pareil, il a pas un jeu avec énormément de gains, tu vois. Le moindre pain, tu l'entends. Ouais, il est pas planqué, c'est clair. T'as pas le droit à l'erreur. Avec le son d'Angus, t'as absolument pas le droit à l'erreur. Et d'autant plus sur des morceaux comme Thunderstruck par exemple. Alors, il y a un truc, c'est que bah déjà le morceau Thunderstruck, clairement, avec son lick de guitare reconnaissable, c'est un peu ce qui a permis à AC/DC de revenir au goût du jour, parce qu'ils ont eu une période à vide dans les années 80 face à des groupes comme Metallica, ça faisait un peu groupe à papa. Et puis d'un seul coup, il a sorti un truc qui est devenu mémorable, qui a dépassé le groupe. Voilà, et puis c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a jamais touché une guitare, t'écoutes ce truc-là, c'est impressionnant. Et ça, c'est une force. Même pour ceux qui ont touché des guitares. Ouais, non, mais je vais y revenir. Mais tu vois, même, je veux dire, c'est ça aussi la force, c'est que malgré son expérience de la guitare, un truc, il arrive à avoir le nez de ce qui va être apprécié en mode waouh, tu vois, ce qui va être impressionnant. Alors que quand tu apprends à le jouer, Thunderstruck, alors attention, je vais nuancer tout de suite ce que je vais dire, mais en fait, c'est pas aussi compliqué à jouer que ce que ça semble être quand tu l'entends. Nuance. Quand ils ont sorti le morceau Thunderstruck, Angus, quand il le joue, l'intro, en fait, il lève la main. Tu vois. Donc, bon, bien sûr, je suis obligé de bloquer les cordes parce que sinon ça va faire un son sale. Mais en gros, il le joue comme ce truc-là. Pour la vidéo, parce que c'est stylé. Sauf que quand on t'écoute bien, en fait, dans la version de Thunderstruck, tu as des coups de médiator. Ouais. Et en live, il le joue en coups de médiator. Ce qui veut dire que... Ouais, c'est beaucoup moins propre, forcément. Mais tu veux pas faire autrement, de toute façon. Ce qui veut dire que tu dois avoir une coordination main droite, main gauche qui est exceptionnelle. Parce qu'en plus, c'est toujours pareil, tu le fais une mesure, ça va. Mais regarde un peu... En plus, c'est des morceaux qui s'étirent à volonté selon les tournées et tout. Ouais. Regarde combien de temps il le fait. Bah, il le fait un peu plus longtemps que la rythmique de Malcolm. Il fait ce truc-là et il est obligé d'avoir une coordination de ouf. Bon, d'ailleurs... Récemment, il y a eu quelques fois où il l'a un peu planté. Hein. Il l'a un peu planté, mais il arrive encore à le jouer parfaitement sur d'autres lives, donc c'est pas une question de... Ouais, c'est juste un jour un peu en dessous. C'est d'ailleurs un peu la malédiction des groupes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde filme. Ouais, donc tu vas voir plus passer la fois où le gars s'est gamellé plutôt que les 150 fois qu'il vient de se taper dans la même année où il l'a nailed à fond, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on est devenu quand même vachement exigeant et je trouve que c'était aussi important pour nous de faire la vidéo aujourd'hui, c'est que quand je vois les messages suite au dernier concert d'AC/DC et trucs comme ça, et je me dis, les gars, vous avez la mémoire courte quand même, des fois vous êtes un peu rude hein, quand même. Ouais, j'ai même fil rude. Mais voilà. Bon, après, une chose est sûre, c'est que le AC/DC de la grande époque est imprenable, quoi. C'est clair. C'est un truc... De toute façon, tout à l'heure, on parlait de Metallica, etc. C'est pas pour rien que, même eux, en interview, pourtant, ils ont eu des périodes où ils étaient assez insolents, assez petits cons. On n'en a pas entendu beaucoup cracher sur AC/DC parce qu'ils savaient que fallait aller les prendre. Sur leur terrain, fallait y aller, quoi. Bon, moi je pense qu'on a un petit peu creusé le style, même si bon, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. Concrètement, il y a toujours plein de petits détails et c'est la somme de tous les détails qui font que ça a eu une aussi grande incidence sur la musique en général, parce que je pense que
de le réduire à du rock ou du hard rock, c'est un peu dommage parce que je crois que s'il y a bien un des groupes qui a traversé autant les générations et qui a vraiment incité les gens à... C'est un peu l'archétype de la musique de stade, hein, finalement. Ouais. Donc Ouais. voilà, entendu partout, c'est pas pour rien que vous le voyez aussi. Il y a eu une grosse période là où il y a quoi, ça a un peu passé, mais où tous les films hollywoodiens, vous aviez un morceau d'ACDC, c'est obligé parce que ça rassemble tout le monde, ça marque tout le monde. Ouais. C'est des riffs qui marquent des actions, c'est quelque chose d'assez cinématographique finalement aussi. Mhm. Et donc voilà, en tout cas, Anthony, merci d'être venu nous montrer ça. Mais merci à toi. Et puis on va se finir on va- par un petit morceau de Maybar quand même. Évidemment, et on va conclure en disant que faire simple, C'est compliqué, c'est pas facile. c'est ça. Tu nous le fais sonner un petit peu la belle Allez, et puis je c'est referai parti. peut-être un petit bout aussi histoire de la montrer parce que je peux vous dire que pour en avoir essayé, toi quand même pas mal et moi quelques-unes, on est quand même sur, vu les tarifs, des trucs assez extraordinaires quand même en qualité. clairement. J'ai essayé des Gibson standards qui tenaient pas ça, bon, concrètement, Ouais. loin de là même. Et là, je pense qu'on a vraiment un bon feeling. On est pas loin pour moi des customs que j'ai pu avoir entre les mains. La finition est vraiment cool. Les micros, c'est de Lumber of 59, donc du classique de chez Maybar. Mhm. Et je trouve qu'on leur fait faire un peu tout ce qu'on veut. C'est pas monomaniaque. Quand vous allez un petit peu dans du Black Sabbath, etc., aussi grand groupe ASG évidemment, vous avez le côté ténébreux bien connu, mais en même temps, c'est jamais brouillon crasseux. Mhm. Donc ça change un petit peu de ce que j'ai pu essayer sur d'autres marques qui étaient un petit peu moins réussies. Bon, la finition, moi j'adore tout ce qui est un peu age et je trouve que ça fait avec goût. Donc vous l'avez compris, vous l'avez vu sûrement dans mes dernières stories. Celle-ci sera à vendre assez vite parce que il y a un gros projet qui arrive sur la chaîne et on est obligé de se séparer de plein de petits bébés. Et donc c'est avec le cœur lourd que malheureusement il faut que je choisisse ces pipes. Bon, moi j'ai vous savez mon amour pour ma double manche de 78 qui va rester la seule LG dans cette maison. Donc au revoir petite Maybar. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On se fera un petit truc sympa. En plus, elle a le méga coffret de luxe. T'as envie d'habiter dans ce case de guitare, je te le montre. c'est les trucs avec tous les gravures. Avec toutes les gravures et avec l'intérieur en émeraude comme ça, où c'est magnifique quoi. Donc voilà, on se fait un petit live. Merci de nous avoir suivis. Merci Anto encore une fois d'être venu. Merci à toi. Et puis on va se faire un petit peu de zik pour vous quitter. Allez, bisous.
Thank you.